Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait une petite revue des marchés ensemble et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc on va parler de l'état des marchés, de leur valorisation, du pétrole, des indicateurs sur le long terme de l'inflation et des dates importantes à venir en septembre. Et en fin de vidéo, je vous montre un petit tableau que je vous ai jamais montré et que je trouve très important à mes yeux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Donc premièrement, actualité oblige, je vais vous montrer donc le cours d'euro-dollar qui globalement continue de se balader autour des 1, donc ça veut dire 1 euro pour 1 dollar. Alors, on a eu cependant une belle bougie, tout simplement parce que la Banque Centrale Européenne a monté de 75 points de base ses taux directeurs, donc 0,75%. Cependant, on voit que pour l'instant, ça n'a pas aidé à l'euro à se reprendre, ce qui en même temps n'est pas étonnant, puisqu'on sait aussi que la Banque Centrale Américaine va très certainement augmenter ses taux directeurs encore bientôt, et d'ailleurs, c'est une des dates importantes pour septembre, on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est donc là qu'on voit tout l'intérêt d'être libellé en plusieurs devises pour se protéger des fluctuations des taux de change entre les monnaies. On en avait fait une vidéo d'ailleurs complète il n'y a pas très longtemps, n'hésitez pas à aller la voir. Mais globalement, si vous avez un patrimoine avec des actions à travers le monde, différents actifs, matériaux précieux et même différentes monnaies libellées donc en différentes monnaies de différents pays, eh bien vous vous protégez et vous ressentez beaucoup moins ces fluctuations sur votre portefeuille. Et d'ailleurs pour moi c'est flagrant puisque mes euros gardés sur un compte en euros ont perdu du pouvoir d'achat. Par contre, eh bien mes retours sur investissement sur mes investissements par exemple aux États-Unis ou par exemple sur des matériaux précieux, eh bien eux ont beaucoup moins souffert et donc ça m'a permis de compenser. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je tenais à le rappeler quand même. Donc ensuite, si on va voir le Fear and Greed Index, qui est tout simplement la peur sur les marchés en bourse, on voit qu'on est sur du neutre et c'est rien d'étonnant, notamment si on va voir d'ailleurs le S&P 500, parce qu'en fait, on voit qu'on a eu une belle remontée. D'ailleurs, si vous regardez, il n'y a pas longtemps, on était en grid, donc on était reparti sur un marché où les personnes voulaient vraiment acheter. Et là, on a eu une baisse après ce gros rallye. Et aujourd'hui, à mon avis, on est vraiment dans une zone où le marché se cherche. Le marché se cherche, on va en parler plus loin, tout simplement parce qu'on attend aussi les chiffres de l'inflation pour août, on les aura donc en septembre, je vous en parle aussi juste après. Et donc voilà, il nous manque les informations sur l'inflation, il nous manque les informations sur ce que la Fed va faire en termes de remontée des taux, donc le marché se cherche clairement, et on voit qu'on se balade sur ce gros range. Après, d'un point de vue technique, on avait cassé les moyennes mobiles 50 et 200 jours, et on voit qu'ici, là, on est repassé légèrement en dessous, puis on vient de remonter ces 3 derniers jours, et si vous regardez, jusqu'à peu près le juin où on a eu le plus bas, la mi-juin, en fait on avait bien des plus bas qui étaient toujours plus bas que les précédents plus bas, et là on vient d'avoir un point haut qui a été plus haut que le précédent point haut, et là on voit qu'on est redescendu, et maintenant qu'est-ce qui va se passer, c'est la question. Moi après ça m'importe assez peu, comme vous le savez j'achète tous les mois quoi qu'il arrive, mais sachez que si on redescend au niveau de cette zone là autour des 360 points sur le S&P 500, clairement je vais beaucoup acheter. Alors et bien évidemment là j'ai racheté à la baisse puisque j'achète tous les mois sans me poser de questions, mais je pourrais encore accélérer si on revenait ici. Et après, par exemple, si on vient à casser ce point haut et qu'on repart à la hausse, eh bien tant mieux, ce sera un bon signe. Mais encore une fois, personne ne le sait, personne ne peut prédire le marché. Donc si on regarde l'inflation, on voit qu'on avait eu un plus haut en juin, et ensuite l'impression, donc le print de juillet, donc les chiffres sortis en juillet, ont été plus bas. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en août? Est-ce qu'on a continué à baisser ou pas? Alors ça, moi, je ne peux pas le savoir, et on va le savoir très bientôt. Si vous regardez, ce sera le 13 septembre, donc normalement c'est mardi. Et il faut bien savoir que ça va avoir une énorme importance sur la Banque centrale, sachant qu'en fait la Banque centrale, ils ont eux une réunion comme on le voit le 20 et le 21 septembre, et donc à ce moment-là, ils vont nous dire de combien ils augmentent encore les taux d'intérêt. Et évidemment que les chiffres qu'ils vont avoir en août sont très importants, puisque le grand débat qui est en ce moment, c'est est-ce que la Banque centrale américaine va indiquer qu'elle commence à ralentir l'augmentation des taux. Jusqu'à maintenant, ils ont bien dit dans tout leur discours que non, au contraire, ils allaient continuer à augmenter parce qu'ils voulaient vraiment combattre l'inflation. Maintenant, on sait qu'il y a des enjeux politiques aussi en novembre avec les élections aux États-Unis. Et si l'inflation continue à baisser, eh bien peut-être qu'ils pourront décider ou commencer à parler de ralentir. Et ce serait un signe extrêmement positif pour les marchés, évidemment. Ensuite, l'autre point qui pour moi est quand même important sur l'inflation et plutôt encourageant, c'est le 5 years break-even inflation rate. Donc en gros, vous pourrez aller lire la définition exacte, mais en gros, c'est une attente du marché où sera l'inflation dans 5 ans. Donc on voit en mars, on a eu un pic. Les marchés donc anticipaient que dans 5 ans, on aurait une inflation de 3,5%. Et maintenant, l'anticipation est beaucoup plus basse à 2,5%. Donc ça veut dire que même ces indicateurs, en tout cas le marché, pense que l'inflation est
en train de baisser et va réussir à baisser sur les prochaines années. Je le crois aussi personnellement. Je pense que le mot transitory, donc le mot transitoire a été très mal utilisé parce que ça n'a pas été du tout transitoire l'inflation. Cependant, je pense qu'effectivement, quand on regarde d'une année sur l'autre, eh bien, si ça commence à ralentir l'augmentation des prix, eh bien forcément, un an plus tard, quand on regardera, l'inflation aura ralenti. Sachant que la Banque centrale américaine a déjà dit entre guillemets que oui, ils cherchaient du 2% d'inflation, mais même si on est sur du 2,5, du 3, ils ont dit, je crois, 2% and beyond, mais un petit peu. Donc ça veut dire qu'en gros, si on était sur du 2,5%, je pense qu'ils repasseraient sur une politique des taux beaucoup plus avantageuse pour les marchés. Sachant aussi qu'évidemment, ils veulent tout faire pour que l'inflation baisse, le plus vite possible aussi parce que les États sont endettés et quand les taux sont élevés, c'est très compliqué pour soutenir la dette puisque on réemprunte avec des taux d'intérêt plus élevés et donc évidemment que dès que l'inflation va se calmer, ils vont rebaisser les taux. En tout cas, moi, c'est mon avis. Alors ensuite, on va aller regarder un petit peu la valeur du marché. Donc là, je vous ai mis les forward PE, donc ce sont les prix par rapport au revenu net prévu par les analystes dans un an. Et si vous regardez, on voit donc encore une fois que le S&P 500, il avait vraiment bien rebaissé et on se balade aujourd'hui un tout petit peu au-dessus de 16, ce qui historiquement est, allez, dans la moyenne haute, mais il n'y a rien de choquant comme on pouvait l'être il y a encore quelques mois, vous voyez, on s'était baladé à plus de 20. Donc pour moi, le marché actuellement, et on en revient encore une fois, je pense, sur le fait que le marché se cherche, je le trouve ni trop peu cher, ni peu cher. Alors moi, ça change rien, comme vous le savez, quoi qu'il arrive, j'achète le S&P 500 tous les mois sans me poser de questions dans mes ETF. Mais évidemment, si on venait à avoir un gros crack, si on venait à casser ce niveau que je vous montrais tout à l'heure, alors là, je pense que j'irai acheter un petit peu plus intensément, parce qu'on retomberait sur des niveaux comme on le voit ici en 2011 ou en 2008, et là, forcément, ce serait vraiment intéressant pour moi. Et ensuite, donc les petites et moyennes capitalisations, donc le S&P 400, le S&P 600, qui n'est pas d'ailleurs à confondre avec le Russell 2000, qui lui est beaucoup plus cher d'ailleurs. Il faut faire attention parce que ce ne sont pas les mêmes index, les mêmes indices, pardon. Mais en tout cas, en parlant de ces indices S&P 400, S&P 600, donc les mid et les small cap, on voit que là, on est vraiment peu cher. On est sur du 10-12, ce qui, pour moi, est encourageant et m'indique qu'il y a forcément des entreprises pas chères en ce moment dans les petites capitalisations. Et du coup, en parlant du Russell 2000, ça me permet de vous montrer le graphique qui existe aussi. Et comme je vous le montrais, donc ce sont les petites entreprises aux États-Unis, 2000 petites entreprises aux États-Unis. L'indice, si vous voulez savoir spécifiquement qu'il y a dedans, vous pouvez trouver facilement avec une recherche Google. Mais en gros, si vous regardez, on voit que si on prend le Russell 2000 standard, on est à 19,9 en forward PE, ce qui est pas si bas du tout, à mon avis. Et on voit que si on est sur de la croissance, on est à 25, et sur le value, on est à 16. Donc voilà, je pense quand même que toutes les small caps ne sont pas sous-évaluées, mais il y a forcément des bonnes affaires à les trouver dedans. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je voudrais pas qu'il y ait une confusion, parce que quand on dit small cap ou petite capitalisation, il faut bien comprendre que selon les indices, il n'y a pas les mêmes choses dedans, et il faut aller gratter un petit peu plus. Ensuite, on va regarder donc le cours du pétrole. Donc là, on est sur le Brent et on voit qu'effectivement, il est bien sous les 100 dollars ici, si vous regardez depuis quelques jours, ce qui est très encourageant pour l'inflation à mon avis. Cependant, on a déjà entendu dire que l'OPEP, elle voulait déjà ralentir leur production de pétrole. L'OPEP, donc c'est les pays producteurs qui sont unis ensemble. Ils veulent faire ça parce qu'évidemment, pour eux, il y a tout un intérêt à maintenir un cours assez élevé. Cependant, soyons clairs, on est certainement en récession aux États-Unis. Je pense qu'on pourrait l'être en Europe bientôt aussi. Je l'espère pas, mais a priori, c'est tout à fait, c'est clairement possible. Et dans ce cas-là, évidemment, une récession peut très généralement impliquer une baisse du pétrole puisque la consommation baisse. Alors évidemment, ce n'est que de la spéculation, ça pourrait très bien repartir à la hausse. On pourrait avoir l'offre qui réaugmente si on ne rentre pas en récession finalement. On pourrait tout simplement aussi avoir une baisse de l'offre à cause par exemple des tensions géopolitiques ou tout simplement si les pays producteurs décident de moins produire. Donc on ne sait vraiment pas, ça peut très bien repartir à la hausse comme à la baisse. Cependant, la tendance baissière pour moi est très encourageante par rapport à l'inflation et clairement c'est bon pour les économies puisqu'on sait qu'un pétrole cher implique généralement qu'un pays rentre en récession et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'on rentre en récession vu comme on a été élevé et que historiquement c'est un indicateur qui n'est pas parfait mais qui est quand même assez fiable. Et donc voilà, pour moi c'est très intéressant que ça baisse et on verra bien, je continuerai à le suivre, à vous tenir informé évidemment. Très bien, donc dans le dernier point je vais vous parler de crypto pour une raison précise. Alors si la crypto ça vous intéresse pas, d'ailleurs j'en parle très rarement sur la chaîne, n'hésitez pas à passer juste après avec le sommaire sur le dernier point qui je pense est important et je voulais vraiment vous en parler. Mais je voulais juste vous dire que en fait l'Ethereum est bien remonté par rapport au Bitcoin. On voit que historiquement là on a sur des cours qui sont assez élevés, on n'est pas encore au plus haut qu'on avait eu à l'époque ici où on avait pu toucher des 0,14, 0,15 voire même un petit peu plus sur une journée sur l'Ethereum contre le Bitcoin.
Bitcoin. Et en fait, si je vous montre ça, c'est parce que sur le long terme, personnellement, je veux avoir un gros poids en Bitcoin et un petit peu moins en Ethereum et en Cardano. Je vous avais fait à l'époque une vidéo sur la crypto, n'hésitez pas à aller la voir. Et sachant que j'ai des Ethers qui sont bien montés, si on vient à casser ce niveau et qu'on vient à, par exemple, atteindre du 0,1, 0,15 et que je pourrais échanger des Ethers contre du BTC ou du Bitcoin, eh bien, j'hésiterai pas à le faire. Et donc, en fait, c'est ce graphique que je vous dis, je le suis depuis très longtemps. Là, si vous voyez, j'avais fait déjà un petit échange en janvier 2022 et c'est un graphique que je suis depuis longtemps. Et si l'Ether vient à monter fortement, eh bien, j'hésiterai pas à en swapper pour du Bitcoin. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant. Et si on regarde de toute façon les cryptos de façon générale, donc on voit qu'elles sont toujours dans cette énorme range là pour le Bitcoin et de toute façon la majorité des autres cryptos se comportent un peu de la même façon. On voit qu'on est toujours dans cette énorme range, il ne se passe pas grand chose. Et sachez que moi personnellement, je fais du DCA, j'achète quoi qu'il arrive tous les mois sans me poser de questions. Et donc si on va voir quand même l'Ether, on voit qu'effectivement il se comporte un petit peu mieux que le Bitcoin et du coup c'est pour ça que le cours que je vous montrais juste avant où on les compare ensemble, eh bien l'Ether est clairement à la hausse. Très bien, donc maintenant passons au tableau que je voulais vous montrer. Alors en fait, il s'agit d'un tableau qui regarde les retours positifs ou négatifs en termes de pourcentage de chances qu'on ait un retour positif ou négatif sur le S&P 500 de 1926 à 2020. Alors en fait, c'est un tableau que j'ai montré sur une formation qui d'ailleurs est dans la description si ça vous intéresse. C'est 100% gratuit, je l'ai fait parce qu'à l'époque, je vous avais fait un sondage, vous demandez si ça vous intéressait et vous m'aviez dit que oui. Donc je vous ai fait une vidéo, deux vidéos de presque 1 heure sur laquelle dans la première, je reprends toutes les bases sur la bourse, pourquoi investir, pourquoi on investit, comment on a acheté une action concrètement sur un courtier, la fiscalité, etc. Et donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Et pour la deuxième partie, je passe presque 40 minutes à vous expliquer les indicateurs que je regarde personnellement, pourquoi je les regarde, aussi pourquoi j'investis sur le long terme. Et donc ce tableau en fait clairement partie, c'est une des principales raisons, comment je gère mes risques, mon portefeuille, etc. Donc globalement, ce que le tableau nous donne, c'est la chance d'avoir un gain ou une perte latente sur de l'argent qu'on aurait investi sur le S&P 500 entre 1926 et 2020. Donc si on prend une journée n'importe laquelle sur cette période, eh bien on a 56% de chances d'être en positif et 44% d'être en négatif. Ensuite, quand on passe sur une année, donc une année de conservation du S&P 500, eh bien dans ce cas-là, on a déjà 3 quarts de chance d'être en positif et seulement 1 quart d'être en négatif. Et évidemment, là, à chaque fois, on parle de la pire période possible. C'est-à-dire que dans la majorité des périodes, les statistiques seraient même meilleures que ça. Et en fait, vous commencez déjà à retrouver pourquoi sur les ETF sur lesquels moi j'ai investi il y a déjà de nombreuses années, ou même sur des actions individuelles sur lesquelles j'ai investi il y a déjà plus de 2-3 ans, eh bien je suis très fortement à la hausse et je reviendrai certainement jamais à la baisse. Ne jamais dire jamais, mais c'est statistiquement en fait très peu probable. Et ensuite, vous avez le 5 ans, et donc on voit qu'au bout de 5 ans, on est presque à 90% de chance de ne plus perdre d'argent, encore une fois, si on avait investi sur la pire période possible, et évidemment, c'est peut-être pas le cas. Ensuite, si vous passez sur du 10 ans et du 20 ans, d'ailleurs, je crois que c'est à 17 ans que le passage se fait, là, on passe sur du 0% de chance, je crois qu'au bout de 17 ans. Et même au bout de 5 ans, pour moi, on est déjà sur des statistiques très faibles, sachant que si on tombe sur cette période au bout de 5 ans, eh bien, il suffit de pas vendre, et a priori, en quelques années, on pourra se reprendre et repasser en positif. Donc voilà, je tenais vraiment à vous montrer ce tableau. Je pense qu'il est extrêmement pertinent. Alors, il fait partie d'une présentation beaucoup plus longue. N'hésitez pas à aller la voir, comme je vous le disais, vous avez le lien dans la description. Mais donc voilà, ce tableau, clairement, en fait, il me confirme, et c'est pour ça que je le montre, pourquoi il est important d'investir en bourse sur le long terme, parce qu'au final, c'est un outil surpuissant pour multiplier son capital. Le trading, c'est un métier à plein temps, je n'en fais pas, ça peut fonctionner, peut-être que c'est ce que vous faites, mais pour moi, pour un investisseur particulier qui a de l'argent à investir tous les mois, investir en bourse sur le long terme, c'est certainement une des meilleures solutions. En tout cas, c'est une solution qui me convient en tant que particulier, et je pense qu'il conviendra à beaucoup de monde. Très bien, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ou même si vous avez des idées ou un commentaire constructif, ça me fera un plaisir d'y répondre. Aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça permet à la chaîne de grandir, et le plus nombreux on est à transmettre ce genre de messages, à échanger ensemble dans les commentaires, eh bien je pense que c'est que pour le mieux. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, et on se voit dans la prochaine vidéo.